Sous pression suite aux récentes révélations dans l'affaire Epstein, l'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Mandelson, quitte la Chambre des Lords. Marius Borg-Øiby, le fils de la princesse héritière de Norvège, plaide non coupable des accusations de viol lors de son procès qui s'est ouvert mardi à Oslo. La Suède et le Danemark vont conjointement financer des systèmes d'artillerie anti-aérienne mobile pour un montant total de 245 millions d'euros. L'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a affirmé que l'UE doit devenir une fédération afin d'éviter le déclin, la division et la désindustrialisation. Peter Mandelson va démissionner de la Chambre des Lords ce mercredi selon le président de l'institution. L'ancien ambassadeur britannique aux États-Unis avait été relevé de ses fonctions en septembre en raison de ses liens dans le scandale Jeffrey Epstein, son nom figurant dans les derniers documents publiés par le ministère américain de la Justice. L'ancien poids lourd de la politique, qui a notamment occupé le poste de commissaire européen au commerce entre 2004 et 2008, avait déjà annoncé son départ du Parti travailliste. Il a réitéré ses regrets d'avoir connu Epstein et d'avoir continué à le fréquenter après sa condamnation. Après l'ancien prince Andrew, Mandelson est l'une des personnalités britanniques les plus en vue à être impliquée dans ce scandale. Bill et Hillary Clinton ont accepté de témoigner sur leur lien avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, dans le cadre d'une enquête de la Chambre des représentants américaine. L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État ont finalement cédé face à la pression de la commission de surveillance de la Chambre, dont le président James Comer a engagé une procédure pour outrage contre le couple. En cas d'adoption, cette procédure aurait ouvert la voie à des poursuites formelles de la part du ministère de la Justice contre les Clinton. Le Congrès n'a encore jamais condamné un ancien président américain pour outrage. Une sentence qui s'accompagne d'amendes substantielles et de peines de prison. James Comer a précisé qu'il ne renonçait pas immédiatement aux accusations d'outrage contre les Clinton, affirmant qu'un accord concernant leur déposition n'avait pas encore été finalisé. La relation entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein à la fin des années 90 et au début des années 2000 est bien documentée. L'ancien président américain a cependant toujours nié avoir eu connaissance des crimes de l'homme d'affaires, et il n'est pas inquiété par la justice à l'heure actuelle. L'affaire Epstein continue de secouer la sphère politique et les milieux d'affaires aux États-Unis. Vendredi, le gouvernement américain a diffusé près de 3 millions de nouveaux documents, d'où ressortent notamment les noms de Donald Trump, de l'ex-prince britannique Andrew ou encore de Bill Gates et d'Elon Musk. Marius Borg-Øiby, le beau-fils du prince héritier Haakon de Norvège, a plaidé non coupable mardi lors de sa comparution devant un tribunal d'Oslo, ouvrant un procès qui devrait durer plusieurs semaines et qui ébranle profondément la famille royale norvégienne. Âgé de 29 ans, il est le fils aîné de la princesse héritière Mette-Marit, née d'une précédente relation. Bien qu'il ne détienne aucun titre royal ni fonction officielle, son nom reste étroitement associé à la couronne. Debout à la barre pendant de longues minutes, il a répondu non lorsque le procureur lui a demandé s'il reconnaissait les 38 chefs d'accusation retenus contre lui, parmi lesquels figurent 4 accusations de viol. Le dossier comprend également des faits présumés d'abus au sein d'une relation intime, des violences envers une autre personne, la possession de drogue, des menaces de mort et plusieurs infractions routières. Selon l'accusation, il encourt jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Le procès doit se poursuivre jusqu'au 19 mars. Au moins 15 personnes sont décédées mardi soir en mer Égée lors d'une collision à grande vitesse entre un patrouilleur de la police portuaire grecque et une embarcation transportant des migrants au large de l'île de Chios. Selon les médias locaux, l'embarcation aurait tenté une manœuvre pour éviter le patrouilleur. 25 personnes, dont 11 enfants, ont été secourues et transportées à l'hôpital de Chios. 2 officiers des gardes-côtes ont également été blessés dans l'accident. L'une des femmes blessées est décédée plus tard à l'hôpital. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, plus de 1700 personnes sont mortes ou portées disparues en 2025 sur les voies migratoires de la Méditerranée et au large de l'Afrique de l'Ouest. La Suède et le Danemark vont conjointement financer des systèmes d'artillerie anti-aérienne mobile pour un montant total de 245 millions d'euros. Stockholm contribuera à hauteur de 199 millions d'euros et Copenhague prendra en charge le reste. Cette annonce intervient alors que l'Ukraine fait face à une nouvelle attaque massive de la Russie, visant notamment ses infrastructures énergétiques.
Well, we see that Russia has been stepping up its long-range strike capabilities across the whole of Ukraine. On a daily basis, we are met with the news that civilians are dying due to the Russian brutality. This is a very important element of force protection for the civilian population. I hope also it will increase the resilience of the Ukrainian people, which I think has been very inspiring to follow. Développé à un rythme record, le système a été adapté sur la base des enseignements tirés du champ de bataille en Ukraine. Alors que le président Volodymyr Zelensky appelle régulièrement au renforcement des défenses aériennes du pays, ce dont devrait permettre à Kiev de constituer son propre bataillon. Dans le même temps, Mark Rutte s'est rendu à Kiev pour rendre hommage aux soldats tombés au combat aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le chef de l'OTAN a déposé une bougie commémorative devant un monument dédié aux victimes de la guerre, tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans toute la capitale. Kiev, Kharkiv, Odessa, Soumy, mais aussi Vinitsa. L'Ukraine a été massivement bombardée par la Russie dans la nuit de lundi à mardi. Au moins 10 personnes ont été blessées lors des frappes menées par près de 450 drones et 70 missiles, selon les autorités ukrainiennes. Moscou a principalement visé les zones d'habitation et les réseaux électriques du pays, avec pour objectif de priver les civils d'électricité, de chauffage et d'eau courante durant l'hiver, l'un des plus froids depuis des années, les températures descendant sous les 20 degrés Celsius. Mardi matin, les habitants de Kiev étaient occupés à évaluer l'ampleur des dégâts. Plusieurs immeubles résidentiels, une crèche et une station-service de la capitale ont été endommagés. Я просто повертаю голову і такий залп, наче вогонь, і вікно просто вилітає. У мене, слава Богу, вціліло вікно, але у сусідів половини просто вилітали всі вікна. Це дуже страшно. Тут взагалі будинку немає, сюди немає. Машина постраждала наша. Cette attaque constitue l'une des plus importantes depuis le début de la guerre en termes de missiles balistiques utilisés selon Volodymyr Zelensky, qui a exhorté les alliés occidentaux à envoyer davantage de matériel de défense aérienne. Des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine sont prévus mercredi et jeudi à Abu Dhabi, sous la médiation des États-Unis. Les législateurs du Parlement européen peinent à s'accorder sur la conception de l'euro numérique, mettant en péril l'avancée du projet sur le plan législatif. Mardi, le rapporteur du dossier au Parlement européen Fernando Navarrete, eurodéputé du Parti conservateur PPE, a présenté une nouvelle proposition rebaptisant la monnaie numérique européenne e-cash. Ce modèle limiterait l'euro numérique au paiement hors ligne et le présenterait comme une version numérique de l'argent liquide fonctionnant sans compte bancaire. A l'inverse, les socialistes et démocrates et les centristes de Renew Europe soutiennent la proposition de la Commission européenne. Celle-ci prévoit que les utilisateurs disposent de comptes de détail inscrits au grand livre de la BCE et puissent utiliser l'euro numérique aussi bien pour des paiements en ligne qu'hors ligne. Un vote sur ce dossier est prévu en mai lors de la session plénière du Parlement européen. Toutefois, les divisions entre les législateurs pourraient empêcher son adoption. L'Espagne va interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans et les plateformes seront tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pedro Sánchez. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, violence. We will no longer accept that. Le gouvernement a annoncé 5 mesures visant les plateformes numériques, dont un nouveau projet de loi visant à tenir les dirigeants des réseaux sociaux responsables des contenus illégaux et haineux. Bueno, yo creo que tal vez fuese un poco fuerte, tal vez sería bueno tener algunas restricciones para los menores, pero prohibirlos como tal me parece una medida un poco fuerte. Hubiera sido mejor algún tipo de restricción, no de frente prohibir que hasta los 16 años no puedan tener redes sociales. A mí me parece bien, creo que no están formados y creo que es una buena medida. Cette annonce fait suite à l'adoption par l'Australie en décembre de la première interdiction au monde d'utiliser les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. D'autres pays européens envisagent également des mesures similaires, notamment le Royaume-Uni et la France.
Chuchotements, regards complices et scènes de séduction. En février, le Parc, le ballet emblématique d'Angelin Préjocage, renaît à l'Opéra national de Paris. Créé il y a 32 ans, ce chef-d'œuvre explore avec légèreté et sensualité les jeux de l'amour portés par une musique de Mozart et des mouvements où chaque geste raconte une rencontre, une hésitation ou un élan passionné. C'est tellement une chance pour les artistes de faire des choses qu'ils aiment faire, c'est-à-dire de pouvoir continuer à inventer, à créer, à fantasmer, à rêver en fait. C'est comme si on n'avait pas quitté le territoire de l'enfance aussi, d'une certaine manière, et ça, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau de vieillir, de mûrir et de rester. Il y a une part de nous qui reste un enfant qui s'émerveille. Travailler le Parc, c'est sentir le texte de Mozart prendre vie dans chaque pas, explique Angelin Préjocage. Les jeunes danseurs apportent une énergie nouvelle, leurs émotions et leur complicité, rendant chaque scène unique, presque palpable pour le public. C'est les nouvelles générations qui s'en emparent et qui lui redonnent une actualité, qui le revitalise et qui lui donnent une légitimité aussi, et tout en retrouvant l'essence aussi des choses en fait. Les spectateurs sont transportés dans un tourbillon de pas de deux, de baisers et de tourments amoureux où la chorégraphie contemporaine dialogue avec l'élégance classique. Le ballet sera joué à l'Opéra national de Paris jusqu'au 25 février.